L'annonce tombe comme un coup près. Tokyo dit non à Donald Trump. En direct à la télévision nationale, la nouvelle première ministre japonaise déchire un accord commercial qu'elle qualifie de menace pour l'intérêt national. Dans la foulée, le ministère des Finances refuse de transférer le moindre dollar. Le robinet est coupé. C'est une onde de choc diplomatique, car il y a quelques semaines à peine, Donald Trump célébrait l'exact inverse. Tout sourire au pupitre, il annonçait le plus grand accord commercial de l'histoire. 550 milliards de dollars d'investissement japonais promis à l'Amérique. Le message était clair, sa stratégie de tarifs punitifs avait forcé un allié historique à plier. Mais aujourd'hui, le triomphe tourne au fiasco. Le yen vacille, Wall Street s'inquiète et la Maison-Blanche bouillonne. Car ce n'est pas seulement le Japon qui se rebelle, c'est peut-être toute l'Asie qui envoie un message à Washington. Ça suffit. Une question résonne désormais dans chaque capitale du Pacifique. L'Amérique est-elle en train de perdre la main sur ses alliés les plus stratégiques ? Pour comprendre ce revirement spectaculaire, il faut revenir 3 mois en arrière. Nous sommes en juillet 2025. Sur la pelouse de la Maison-Blanche, l'ambiance est au triomphe. Entouré de grands patrons, Donald Trump présente l'accord comme le plus grand jamais signé. Sur le papier, le deal semble simple, des centaines de milliards de capitaux japonais seront investis dans l'industrie américaine. Semi-conducteurs, énergie, construction navale. En échange, Washington abaisse fortement les droits de douane sur les exportations japonaises. Selon Bloomberg, Trump se vante même que l'Amérique empocherait 90% des profits. Mais en coulisses, cet accord est une bombe à retardement. Des négociateurs des deux côtés savent qu'il est juridiquement fragile. Ce n'est pas un traité solide, mais une simple entente politique, dangereusement déséquilibrée. Au Japon, le premier ministre qui a signé ce texte, Shigeru Ishiba, paie le prix fort. Il a cédé après des mois de menaces tarifaires venues de Washington. En septembre, accusé d'avoir bradé l'indépendance budgétaire du pays, sa cote de popularité s'effondre sous les 20%. Poussé à la démission, ses détracteurs parlent de capitulation. Et c'est là que tout bascule. Le 4 octobre 2025, le Japon change de visage. Sanae Takaichi, une conservatrice réputée intraitable sur la souveraineté, devient la première femme chef de gouvernement du pays. Son premier discours télévisé est un avertissement glacial. Tout accord contraire à l'intérêt national sera réexaminé. Les actes suivent immédiatement. Le négociateur en chef du Japon, Ryo Akazawa, apparaît devant les caméras et porte le premier coup. Il dément que Washington aura le contrôle exclusif des fonds promis. Tokyo, dit-il, gardera la main sur la sélection des projets via sa propre banque de développement. Formellement, c'est une précision technique. Politiquement, c'est une remise en cause directe de l'autorité américaine. En quelques heures, les marchés flirtent l'orage. Reuters confirme que Tokyo met en place une structure dédiée pour garder le contrôle total de l'argent. La réaction est immédiate. Le yen se raffermit, signe que les transferts en dollars ralentissent. Au même moment, les actions des industriels de défense américains, premiers bénéficiaires attendus, chutent de près de 6%. Pour le Financial Times, le message est clair. C'est une révolte feutrée contre la coercition économique de Washington. Le non-japonais fait immédiatement tache d'huile. À Séoul, le scénario se répète. La Corée du Sud, soumise aux mêmes pressions, avait signé un cadre similaire de 350 milliards de dollars. Mais apprenant la défiance de Tokyo, le conseiller à la sécurité nationale sud-coréen coupe court. Il déclare « Nous ne sommes pas en mesure de payer 350 milliards de dollars comptants. » Donald Trump avait exigé des paiements cash. Séoul refuse. L'Asie, visiblement, n'entend plus suivre le script de Washington. Aux États-Unis, la frustration est totale. Lors d'un conseil des ministres télévisé, Donald Trump s'emporte. « Nous avons conclu le meilleur accord de tous les temps et le Japon se retire déjà. » L'exécutif américain décide alors de durcir son approche. Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, prend l'initiative de créer un accélérateur d'investissement fédéral. L'objectif, centraliser et forcer l'orientation du capital des alliés. Les cibles sont claires. Terminaux énergétiques en Alaska et usines de semi-conducteurs dans le Midwest, jugées essentielles à la sécurité américaine. Mais le mécanisme est un piège. Les partenaires étrangers n'obtiennent qu'une simple fenêtre de consultation de 45 jours sans aucun droit de vote. Pour Tokyo, c'est inacceptable. La réponse du Japon à cette nouvelle manœuvre est immédiate. Ryo Akazawa, le négociateur, lance un avertissement diplomatique glacial.
Il prévient que la contribution japonaise s'inscrira dans une fourchette sans impact de change. Le jargon est complexe, mais sur les marchés financiers, le message est limpide. Le Japon peut ralentir, geler ou étaler les paiements à sa guise. Le rythme sera dicté par Tokyo, pas par Washington. À la Maison-Blanche, la stupeur est réelle. On pensait la direction conservatrice de Tokyo comme l'allié le plus fiable. Pourtant, le contentieux couvait depuis longtemps. Au début des années 2020, quand Trump avait rétabli des droits de douane de 25% sur les voitures, l'ancien Premier ministre Ishiba avait déjà prévenu d'une formule rare « Tokyo ne se laissera pas faire ». Cette ligne de résistance a préparé l'affrontement d'aujourd'hui. Sous la conduite de Sanae Takaichi, le paysage politique à Tokyo a basculé. Ce qui passait hier pour une posture risquée, résister aux injonctions de Washington, est devenu un point de ralliement national. Ses soutiens respectent l'alliance militaire historique avec les États-Unis, mais ils refusent que cette alliance de défense se traduise par une subordination économique. Selon le média Nikkei Asia, l'approche de Takaichi vise un équilibre stratégique clair. D'un côté, elle renforce la coopération militaire avec les forces américaines pour garantir la sécurité du Japon face à la Chine. De l'autre, elle revendique une autonomie totale dans les négociations commerciales afin d'affirmer un rang égal dans le partenariat. Pour le dire simplement, oui au bouclier militaire américain, non au chèque en blanc économique. Ses conseillers sont formels. Le rôle d'après-guerre du Japon, longtemps perçu comme subordonné à la puissance américaine, doit évoluer vers un partenariat d'égal à égal. Cette vision, égalité et bénéfices mutuels, redéfinit les termes de la relation. Le Japon tient à son alliance, mais il n'acceptera plus d'engagements qui ressemblent à une capitulation. C'est cette ligne, à la fois ferme et calculée, qui structure désormais le non de Tokyo. Car les deux capitales ne voient pas du tout le même accord. À la Maison-Blanche, les projections sont grandioses. On parle de créer 700 000 emplois aux États-Unis, de ranimer des chantiers navals en Alabama et au Texas. Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, résume l'idée. Réindustrialiser l'Amérique sans dépenser l'argent du contribuable. Pour Donald Trump, c'est la preuve ultime que sa stratégie d'intimidation tarifaire fonctionne. Mais à Tokyo, les économistes voient l'exact inverse. Une bombe à retardement budgétaire. Un rapport confidentiel du ministère des Finances, cité par le journal Asahi Shimbun, avertit qu'un redéploiement massif de capitaux vers l'étranger pourrait étrangler l'investissement domestique. Le chiffre qui fait trembler tout le monde est celui de la dette publique japonaise. Elle dépasse 260% du PIB. Dans ce contexte, un transfert de fonds de cette ampleur pourrait suffire à déstabiliser le marché obligataire et à propager une onde de choc financier mondial. L'agacement monte aussi dans les milieux d'affaires. Le patron de la puissante fédération patronale, le Keizai Doyukai, confie au Financial Times que cet accord est une erreur stratégique. La raison est simple, le cadre américain est séduisant en façade, mais totalement opaque dans sa mécanique. Personne ne sait quel projet le Japon financerait vraiment, ni quel rendement il pourrait en attendre. C'est un chèque en blanc, annoncé avec des montants spectaculaires, mais sans aucune garantie de contrôle. Les doutes des économistes se confirment très vite sur le terrain. Le projet phare de l'accord, un gigantesque terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié en Alaska à 44 milliards de dollars, commence déjà à dérailler. Fin septembre, Reuters rapporte que les compagnies d'électricité japonaises, censées être les principaux clients, doutent de sa rentabilité. Elles invoquent des coûts de construction qui s'envolent et une demande de long terme bien trop faible. En privé, un acteur du secteur lâche une phrase qui résume le sentiment général. Tout ce que les Japonais veulent, c'est gagner du temps et se retirer. Les conseillers de Trump tentent de sauver la face, affirmant que le Japon y gagnerait en sécurité énergétique. Mais l'argument ne prend pas. Même aux États-Unis, les experts commencent à pointer l'absurdité de la situation. Christopher Johnston, un analyste du prestigieux Center for Strategic and International Studies, CSIS, explique à Politico que le cadre est un entre-deux juridique. Plus officiel qu'une simple promesse, mais moins officiel qu'un véritable traité. En clair, l'accord ne tient que par la volonté politique, et non par des contraintes légales. Si le Japon décide de ne pas payer, l'Amérique n'a aucun recours juridique. Début octobre, les fissures deviennent des fractures. Tokyo annule brusquement une délégation commerciale clé à Washington. La raison ? Le Japon a relevé des erreurs flagrantes dans les textes d'application tarifaire américains. Le négociateur Ryo Akazawa réclame un décret exécutif corrigé. La Maison-Blanche, vexée, refuse.
Selon l'Associated Press, cette annulation fait dérailler ce que Donald Trump espérait transformer en tournée de victoire diplomatique. L'accord est non seulement au point mort, mais il tourne à l'humiliation. À mesure que les tensions montent, une question s'impose à Washington. Le modèle commercial coercitif de Donald Trump ne pousse-t-il pas ses alliés à s'éloigner plus vite que Pékin ne le ferait ? Le Wall Street Journal observe que là où la Chine étend son influence par des prêts stratégiques, Trump teste l'inverse. L'influence par l'intimidation tarifaire. À Tokyo, au sein du cabinet de la première ministre Takaichi, le débat est frontal. 3 options sont sur la table. Faut-il se plier et affronter la colère de l'opinion publique japonaise ? Faut-il renégocier et risquer des représailles tarifaires massives ? Ou faut-il simplement retarder indéfiniment les paiements et jauger la patience de la Maison-Blanche ? Les analystes de la banque Nomura Securities estiment que le Japon peut, juridiquement, étaler les paiements sur une décennie sans violer l'accord. C'est la solution parfaite pour neutraliser la pression politique tout en maintenant les canaux diplomatiques ouverts. Washington réalise le piège. Howard Lutnick prévient que les retards auront des conséquences, laissant planer l'ombre d'un retour des tarifs punitifs. Mais la menace est-elle encore crédible ? Aux États-Unis, l'inquiétude gagne le patronat industriel. Les manufacturiers, d'abord enthousiastes, redoutent une nouvelle zone de turbulence. Un dirigeant résume la situation au Financial Times. Nous voulions des investissements, pas une nouvelle guerre froide avec notre meilleur client. Le dossier dépasse désormais la simple arithmétique des droits de douane. Il touche à la manière dont l'Amérique entend exercer son influence et à la volonté de ses alliés d'y consentir. Une chose est désormais certaine, ce qui avait commencé comme une parade de victoire à Washington s'est transformé en référendum sur la domination américaine. L'issue ne déterminera pas seulement un cycle commercial, mais potentiellement l'équilibre d'influence dans le Pacifique pour une génération. À chaque gros titre, à chaque soubresaut du yen, le même récit se répète, les alliés stratégiques de l'Amérique ne s'alignent plus automatiquement. Ils affirment leur indépendance. L'ère d'un commandement économique américain sans contestation ouverte touche à sa fin. Pendant que les marchés retiennent leur souffle et que les diplomates s'activent en coulisses, une question demeure. La défiance silencieuse de Tokyo a-t-elle marqué le début d'un nouvel équilibre mondial, où la parole de Washington ne fait plus loi ?